Madame, Mademoiselle, Monsieur, dans cette salle 804, nous allons voyager aujourd'hui à travers l'espace et le temps avec un invité spécial, Monsieur Patrick Lambert, chercheur autodidacte, qui pense avoir découvert la porte des étoiles dans l'Égypte actuelle. Bonne écoute. Pour représenter le chiffre 1. Si je m'approche de mon point, on se rend compte que ça forme une forme circulaire parfaite. Puis il y a un ovale, mais c'est pas un cercle, c'est une barre, encore une ligne, puis c'est du mouvement, ça veut dire que j'ai bougé. Donc aussitôt qu'il y a du mouvement, c'est 2 et plus, le temps s'écoule. Fait qu'on va s'accorder à dire que 1 pourrait être un cercle parfait ou un point. Fait que tous mes autres chiffres, il faut qu'ils se rapportent à mon cercle pour être aussi uniques, puis aussi géométriques. Parce que si j'invente des chiffres par hasard sans me fier à mon premier, ça tient pas de bout, parce que c'est le premier, puis la suite se fait après. Le chiffre 2, il y en a qui m'ont dit, 2 points. J'ai dit non, ça tient pas, il y a du vide qui les sépare. Le vide peut être immense. Fait que c'est 1 et 1. Si je fais 2 barres, il y a encore du vide qui sépare mes 2 barres. Ça fait encore un vide relatif. 1 et 1. Il n'y a pas de rencontre. Fait que logiquement, pour dire 2, il faudrait entrecroiser 2 trajectoires. Pour dire, il y a une rencontre qui se fait au centre. On est 2. Puis ça forme une forme géométrique équilatéraux dans le cercle. Le chiffre 3, ça serait un triangle équilatéraux. Parce que dans un cercle, c'est la seule et unique forme possible. À 3 côtés égaux. Puis si on prend nos 3 premiers chiffres tout de suite, on se rend compte que ça nous ressemble. La position du cœur, c'est le chiffre 2. Le 1, c'est l'intelligence. Puis tout ce qui sort de notre intelligence humaine doit être rond. Pour être logique. Un exemple, une voiture, c'est des milliers de ronds placés intelligemment. Tu avances plus vite dans le temps. Je parle des roues, des bearings, du volant, des gears. Tout ce qui est rond, là. Puis il y a aussi tous les sports de compétition humaine, c'est de maîtriser le cercle. Une balle de golf, c'est rond. Une balle de baseball, c'est rond. Le pool, c'est des sphères encore. C'est la maîtrise du cercle. Donc là, j'ai voulu étudier ça plus amplement, parce que le cercle commence à devenir intelligent. Ce qui devient intéressant, c'est que toute l'accumulation d'énergie passe par le cercle. Si je veux accumuler de l'eau, il faut que je courbe ma main. Si je veux accumuler du son, il faut que je courbe ma main encore pour accumuler du son. Si je veux voir dans une dimension qu'on ne voit pas à l'œil nu, il faut que je courbe une lentille pour centrifuger la lumière, la grossir. Là, je vois plus grand ou plus petit. Fait que la courbe devient un secret, en réalité, intelligent. Fait que là, je me suis dit, c'est peut-être un hasard que si on dessine les chiffres intelligemment, on se voit apparaître en début des temps, une apparence humaine, dessinée tout simplement enfantin. C'est peut-être juste un hasard, mais on va continuer pour voir s'il y a des traces qui disent que c'est vrai. Fait que 1, 2, 3. Si je dessine de haut en bas, c'est la loi de la gravité. C'est la simplicité. Le chiffre 4, ce serait un carré, parce que dans un cercle, c'est la première forme, ou la seule et unique forme à 4 côtés égaux. 5, c'est un pentagone. 6, un hexagone. Oups. Ah oui, puis avant que je continue, c'est vrai que le cerveau humain est un ordinateur extrêmement perfectionné, mais qui a été induit en erreur. C'est comme si à l'intérieur de cet ordinateur-là, il y a un programme qui dit « t'arrondis tous les calculs ». Parce que quand on pense, on arrondit tous nos calculs, on fait des statistiques à profusion à toutes les secondes. Puis il faut se forcer les manèges pour calculer précisément quelque chose. Mais en général, on arrondit rapidement tous les calculs. C'est ce qui fait peut-être l'esprit humain, d'arrondir tous les calculs. Un ordinateur, il a la capacité de faire l'opposé. Il va chercher les calculs précis instantanément. Il n'arrondit jamais. Et si on introduirait dans un ordinateur un programme d'arrondissement des calculs, il pourrait réagir un peu comme un humain. Il ferait le saut. Fait que là, si je continue à l'intérieur du 4, il y a une exception. Je peux rejoindre les extrémités. Le 5 aussi. Puis le 6 aussi. Je vais expliquer plus tard pourquoi j'arrête à 6. C'est parce que, je vais l'expliquer tout de suite, c'est juste parce que c'est le début des temps. Si je multiplie le premier autour de sa perception, je peux pas en mettre plus que 6 dans sa perception. Parce que si j'en enlève un, il y a un espace qui se crée, puis si j'en rajoute un, il y a un espace qui se crée. On sait que la matière, elle peut pas disparaître afin de se transformer. Fait que c'est de 1 à 6. Fait que là, on voit tout de suite que le chiffre 3, je peux pas rejoindre des extrémités à l'intérieur, puis j'ai pas de point de repère sur mes parallèles. Mais ici, il y a des extrémités, fait que je peux aller rejoindre les coins. Fait que si je fais un clair dessiné normalement, ça donne ça. Là, on se rend compte que le chiffre 6 me donne le droit de penser que le chiffre 2 est bon.
Parce que si je fais 2 fois 3, ça donne 6. Ben, c'est ça que ça dit. Entrecroise 2 triangles, ça donne 6. Fait qu'ils sont bons. Fait que c'est pas le hasard qui fait que on voit l'apparence humaine en dessinant le temps intelligemment. Chacun peut dire, ben oui, c'est simple, je peux pas... On peut inventer tout ce qu'on veut après la simplicité, mais la simplicité reste toujours le chemin le plus probable, on dirait en amour, comme on dit, parce qu'un parent qui a des enfants va toujours chercher le chemin le plus simple pour faire comprendre à son enfant quelque chose. Il ne voudra jamais compliquer ça parce que c'est le temps qui est important. Fait qu'en simplifiant, on économise du temps, de la vie. Fait que là, ce qui devient le fun, c'est que vu que ça ressemble à un humain, je dis, on va continuer à penser comme un humain. Il y a 2 pieds sur Terre. Mais juste en tour de ces pieds, on a une forme pyramidale vue des étoiles. On dirait une pyramide vue des étoiles. Il faut être en haut, les ouais. Oups. Toute la végétation répond à la géométrie, exactement comme les nombres et le temps. Mais ce qui me traumatise un petit peu, pas gros, là, mais quand même un petit peu, c'est que c'est spécial de voir l'apparence humaine au début des temps, si on dessine intelligemment le temps lui-même. C'est un reflet humain à dessin. C'est assez impressionnant. Mais le reste confirme que c'est pas juste un hasard. Là, ici, on voit. Là, on arrive au chiffre 4. Okay, le chiffre 4, on dirait les pyramides vues du ciel. Quand on compare les pyramides... Oups. Quand on compare les pyramides à la position terrestre, on se rend compte que c'est un dessin identique. En voulant dire que si je voudrais représenter quelqu'un, c'est pas en écrivant son nom que je l'identifie, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont le même nom, mais pas la même face. Il faudrait que je dessine le visage de quelqu'un exactement comme je le vois, faire un reflet, pour identifier une personne. Si je dessine le visage de quelqu'un, je dis, ça te ressemble-tu? Puis l'autre, il dit, ben oui, c'est lui. Mais ça veut dire que j'ai dessiné son nom. J'ai représenté un dessin à son image. C'est la simplicité même. Si je veux représenter un lieu, il faut que je dessine le lieu. Si je veux représenter quelqu'un, c'est son visage, etc. Donc là, on se rend compte qu'un dessin qui peut représenter la Terre, il faudrait que je dessine sa position dans le système solaire. Le Soleil serait le centre de gravité du système. Puis, il faudrait dessiner les planètes qui la précèdent pour l'identifier. Puis, ce qui est spécial, c'est que les 3 premières planètes, Mercure, Vénus, Terre, sont de la même grosseur proportionnelle aux 3 pyramides et la même inclinaison est identique à Mercure et Mykérinos. Le 9 degrés que Mercure a autour du Soleil quand il tourne, son axe elliptique qu'il appelle, c'est de 9 degrés. Mais on se rend compte que Mykérinos est de 9 degrés d'inclinaison aussi. Donc, les 3 pyramides du plateau de Gizeh seraient un dessin de la position de la Terre, le nom de la Terre, son reflet, son dessin. Fait que la pyramide de Khéops, qui paraît qu'il est la plus grande création sur Terre, serait la Terre elle-même, ou représenterait la Terre elle-même. Fait que là, on a un reflet directement de la position terrestre, juste en dessous de l'apparence humaine. C'est toutes nous autres, ça. Si on dessine le temps intelligemment, ben on se rend compte que c'est l'être humain sur Terre qui est écrit dans 4 premiers chiffres. La plus simple possible, universellement, dans un langage géométrique. Fait que là, si je continue... Il y a beaucoup de scientifiques qui n'acceptent pas cette thèse-là, parce qu'ils me disent, ben là, 5000 ans, les Égyptiens ne pouvaient pas connaître la position parfaite des planètes. Fait que c'est un gros hasard que ça y ressemble beaucoup. Ils disent, ouais, ça, c'est ce que tu crois, tu n'étais pas là, il y a 5000 ans, tu peux pas vraiment juger l'intelligence des gens de 5000 ans. Ça, c'est d'être prétentieux. Parce qu'ils l'ont fait à reflet. Si aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, on veut dessiner la Terre, ben, on ne peut pas faire mieux que les pyramides. Pour faire un dessin simple et universel. Fait que ça les frustre un petit peu. Fait qu'ici, on a les pyramides, le Nil, puis c'est ici qu'on va voir tantôt. Là. Mais juste avant d'aller voir ce point-là, on va regarder les étoiles. Les étoiles les plus brillantes de la ceinture d'Orion, on se rend compte que les 3 étoiles de la ceinture d'Orion qui représentent les pyramides est en ligne droite avec l'étoile la plus brillante du ciel, Sirius. Donc là, on a les pyramides, les étoiles et la plus brillante. Fait que si on compare les étoiles aux pyramides, on se rend compte que c'est une carte de la Terre à son dessin, à son endroit. On se rend compte que l'étoile la plus brillante est atteignable au sol sur Terre. C'est là qu'on va comparer nos 2 cartes. Je ne sais pas si on voit bien. On se rend compte que la Voie lactée, qui est un fleuve de feu, des milliards d'étoiles, est parallèle au fleuve d'eau ici, qui est le Nil, par rapport à l'angle des 3 pyramides et l'angle des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Puis qu'en ligne droite avec l'étoile la plus brillante qui est ici, ben ça représente un endroit sur Terre au sol. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là, s'il y a d'autres dessins. C'est du dessin qui est la simplicité. Même un enfant, quand on veut apprendre des choses, il faut qu'on le dessine, puis il faut qu'il reflète notre dessin. Puis on sait qu'utiliser l'intelligence, c'est de réfléchir, puis agir intelligemment, c'est briller. Quand on dit c'est brillant, ça veut dire que c'est agir intelligemment, c'est réfléchir. Puis là, ça va être juste des reflets sur l'étoile la plus brillante. Puis là, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a ici, à l'étoile la plus brillante sur Terre, juste voir. Celle-là. Voilà. On se rend compte que tout le quartier de Mohan-Dessin, au Caire, est dessiné en forme de porte et fenêtre, vue du ciel. Il faut être dans le ciel pour voir que c'est une porte.
Puis en plein milieu, mais c'est l'étoile la plus brillante, qui serait Sirius. On va aller voir l'étoile la plus brillante dans le dessin d'une porte, à voir à quoi ça ressemble. Là, l'objet qui est au milieu. Un objet de 6 côtés par 6, exactement comme l'étoile la plus brillante quand on la dessine. Hexagone par hexagone. C'est encore le même dessin au même endroit. Et cette fontaine-là est assez spéciale direct en partant parce que grâce aux pyramides, elle représente l'étoile la plus brillante dans le dessin d'une porte. Puis ici, on voit qu'il y a bien du monde autour. Mais je ne sais pas quel événement qui s'était produit. Ici aussi, on voit la fontaine qui représenterait Sirius sur Terre. Il y a même l'épaisseur du cadrage qui est identique. Regardez l'épaisseur du cadrage. Ici, là. On voit qu'il y a une ligne là, puis une ligne ici. Là. Il y a une épaisseur. Exactement la même chose. L'étoile est à la même place. Ça, c'est une église qui date de celle de Berthierville, qui date d'au moins 300 ans, minimum. C'est une architecture religieuse très vieille. Puis on sait que la religion prône l'étoile la plus brillante par les rois. Puis l'endroit de l'Égypte est très mentionné dans toutes les religions. Fait que là, ça devient intéressant. C'est là qu'on va aller au fond des choses. Vu qu'on peut atteindre l'étoile la plus brillante sur Terre grâce aux pyramides et aux étoiles, mais là, c'est de savoir comment on fait pour atteindre l'étoile la plus brillante sur Terre sans aucune technologie. Y a-t-il un moyen technique pour atteindre cet endroit-là, qui est la fontaine? Là, on le sait parce qu'on a vu les images, on les a comparées à l'œil, mais dans le fond, il faut avoir ces images-là, il faut être au-dessus, il faut un satellite qui prend une photo de haut, il faut un appareil photo qui prend des photos des étoiles, il faut les comparer ensemble pour savoir que l'étoile la plus brillante arrive à un endroit. Mais si on n'a pas des photos, on n'a rien, on n'a que notre peau, on arrive en Égypte. Comment on fait pour atteindre l'étoile la plus brillante? Y a-t-il un moyen? C'est là que la technologie devient une découverte. Ça serait la nébuleuse M42 qui est ici, qui serait le plus grand secret technologique qui soit, en tout cas, à mon avis. Vous donnerez votre opinion après. Parce que, je vais vous montrer comment, la technique. Il faut avoir les pieds ici sur Terre. Là, on oublie que c'est des étoiles. Là. On l'a comparé avec les pyramides. Il ne faut pas oublier que le Nil passe ici, exactement comme la Voie lactée, puis que l'étoile est juste sur le côté du Nil, exactement comme la fontaine avec la porte. Là. Mais les 3 pyramides qui sont ici, la petite tache qui est la nébuleuse M42, devient l'endroit sur Terre où mettre les pieds en premier lieu, pour regarder en direction des pyramides. Parce que là, c'est de l'algèbre. Je me suis servi des étoiles et des pyramides pour mettre mes pieds là. Fait que je vais attendre, à partir de là, que les étoiles se coïncident avec les pyramides, visuellement. Je vais vous montrer, pour voir si on peut atteindre l'étoile la plus brillante par les étoiles. Ce sera pas bien long. Mais avant que j'arrive à ça, je vais juste vous montrer à quel point les 2 cartes sont en 3 dimensions. Mais, quand je peux dire, c'est dur à dire comme ça, mais je vais vous le montrer. On se rend compte que l'étoile qui est ici, celle du centre et l'autre ici forment une ligne droite parallèle parfaite. Puis quand on s'en vient sur Terre et qu'on compare l'angle des pyramides aux 3 étoiles, ça représente la direction des pôles parfaitement. Fait que je peux vraiment me servir d'Orion comme étant une carte des pyramides, vu que j'ai un point de repère pour les pôles, donc les 4 points cardinaux. En partant, ça devient intéressant. On a 2 points de repère. Les roches, en parlant des pyramides, puis les étoiles qui forment une ligne droite, qui forment le nord puis le sud. Puis quand on continue, il ne faut pas oublier qu'il y a le Nil et la Voie lactée. Le Nil, la Voie lactée. Puis on voit très bien que c'est tout proche. Exactement pareil. Mais on se rend compte tout de suite que c'est très proche, puis que c'est très probable, vu qu'il y a une porte de dessinée là, puis il y a un objet à 6 côtés par 6, pile à la bonne place. Puis c'est grâce au dessin. Quand j'ai dessiné les chiffres en géométrie, c'est ça qui m'amène à ça, là. Il y a 15 km entre les pyramides. Ben, entre 13 et 15, okay. D'ici à là. Fait que avec la technologie, on peut arriver à le retracer, mais sans ça, c'est la nébuleuse ici. C'est ici qu'on va aller mettre nos pieds sur Terre, juste ici. On va aller voir qui est là. Qu'est-ce qu'il y a là? Parce qu'à partir de là, on regarde en direction des pyramides, puis on attend que les étoiles s'entreposent ensemble. Fait que là, toutes les autres étoiles se positionnent intelligemment pour indiquer le sol, puis ils indiquent l'emplacement parfait de l'étoile. Il va falloir les pieds là avant tout. Puis le point de repère est bien indiqué. Je vais vous montrer exactement le détail, tranquillement, pas vite. C'est la superposition des 3 pyramides avec le baudrier d'Orion, les 3... Oui, pour connaître l'emplacement de la nébuleuse sur Terre. Cette fameuse nébuleuse-là... C'est la grande nébuleuse d'Orion. OK. Ça s'appelle la grande nébuleuse d'Orion, que tu appelles la NGC 1976. C'est le nom scientifique qui a été donné à la nébuleuse. OK.
Je ne sais pas, mais là, ça n'a plus rapport, parce que c'est ça le dessin de la Terre. Là, ça devient l'endroit où mettre les pieds, vu que c'est l'endroit lumineux le plus près des trois. C'est l'endroit le retraçable le plus près. C'est plus facile. Ça marche, Gilles? Au début, je n'étais pas sûr, mais on va aller vérifier si c'est vraiment un endroit important par rapport à ça, parce que c'est l'endroit le plus facile à atteindre, vu qu'on le voit qu'il est tout de suite bien proche, puis brillant. Puis c'est assez impressionnant. C'est là que j'arrive à un petit bout qu'il faut que je dessine tantôt pour montrer les détails techniques, qui devient, à mon avis, une découverte technologique. Puis une technologie, c'est une technique intelligente, une technique logique. Ça veut dire que tout ce qui est logique doit être nécessairement à dessin. Parce que si on ne peut pas le dessiner, on ne peut pas le représenter devant nos yeux, on ne peut pas le partager. C'est beau? Et comme ça. Puis là, je les ai mis toutes la même proportion, parce qu'on aurait 3 fois entrecroisé les pyramides ici. Ça, c'est le dessin des pyramides, au centre, comme ça aussi, et comme ça. 3 grandeurs qui s'entrecroisent. Tout avec la même étoile centrale. On a 4 entrecroisements au même endroit. La ligne droite, puis les 3 fois qui est les pyramides. Mais là, les 3 fois entrecroisés, je les ai mis tous ensemble pour voir si le 9 degrés était identique. J'ai mis les 3 étoiles de ceinture d'Orion ici en haut. Là, on a Betelgeuse avec Rigel et Sirius Aldébaran. Donc les 3 ici, 3 comme ça et 3 comme ça sont les 3 ici. Là, on voit vraiment que l'inclinaison est très similaire là, quand on les met à la même proportion. Donc, ce serait le même dessin. Fait que la Terre représente l'étoile la plus brillante dans le dessin, parce que ça, c'est la Mercure, Vénus, Terre. Fait que là, on a la Terre ici. Là. Fait que l'étoile la plus brillante et la Terre sont dans la même position dans le même dessin, puis on peut l'atteindre sur Terre, l'étoile la plus brillante, grâce aux pyramides. On a les 3 pyramides. Là, je mets les pieds à la nébuleuse M42. Là, j'ai les pieds à M42. Puis tantôt, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là à cet endroit-là. Vu que c'est un endroit important, ce serait l'endroit où mettre les pieds pour que ça prenne tout son sens. Les étoiles d'Orion, toutes les nuits de décembre, entre le 20 et le 31 décembre, arrivent très précisément comme ça. Toutes les nuits, ils passent comme ça. Puis quand ils arrivent exactement au-dessus des pyramides, ça donne ça. La ligne droite arrive verticale. Puis les 3 comme ça. Là, j'ai les pieds ici en ce moment. L'étoile la plus brillante est ici, Aldébaran. Fait que là, ce qui devient très percutant, c'est le fait que ça représente la petite pyramide, elle la grande. Elle la petite, elle la grande. Elle la petite, puis elle la grande. Donc, les 3 grandes et les 3 petites sont séparées par une ligne droite et sont du même côté représentatif. La petite est du côté des petites, les 3 grandes du côté des grandes, puis les 3 seules qui forment une ligne verticale sont vis-à-vis le centre. Fait que c'est vraiment un alignement à reflet parfait. Mais c'est possible juste si j'ai les pieds sans nébuleuse, au sol. Fait que ça devient logique. Fait que là, je me suis dit, on va vérifier si toutes les autres constellations ont une disposition logique aussi. Parce que mon but, c'est d'atteindre l'étoile la plus brillante sur Terre. Fait que là, j'ai les pieds ici, il faut que je parte de là, aller là. D'ici, aller par là. Fait que les constellations qui apparaissent en même temps, parce que les étoiles ne bougent pas comme ils veulent, ils bougent tout ensemble, c'est la Terre qui est en mouvement. Ça se présente de cette façon. Après ça, je vais vous le montrer sur l'échelle d'astronomie. L'étoile la plus brillante se trouve dans la constellation du Grand Chien. Puis la Voie lactée, quand tout est placé, la Voie lactée est ici, vis-à-vis de la pyramide qui représente la Terre, et l'étoile la plus brillante. Le Petit Chien est ici. Fait qu'on a le Grand Chien, Petit Chien. Grand Lion, Petit Lion. Et Grand Ours, Petit Ours. Je vais le montrer tantôt, parce qu'on va montrer que les lions et les chiens, ils ressemblent à un lion et un chien, mais pas les ours. Les ours ressemblent à 2 symboles qui s'inversent l'un l'autre. Un qui touche notre planète, de son extrémité, et l'autre touche une étoile particulière de son extrémité. Fait que là, je me suis dit, vu qu'on a 2 dessins qui s'inversent, un petit et un grand, comme un yin-yang un peu, puis un qui touche notre planète, un qui touche une étoile, je me suis demandé s'il n'y a pas une espèce de correspondance entre ces 2 lieux, entre la Terre et cette étoile. Ce qui devient bien impressionnant, c'est que cette étoile, c'est l'étoile polaire. La seule étoile à être fixée à notre rotation terrestre. Fait qu'elle est unique à la Terre. C'est drôle que les 2 symboles qui s'inversent indiquent logiquement un alignement entre ciel et terre. C'est ça qui se produit. Puis les lions, les ours et les chiens, c'est les 3 seules constellations à être dessinées en double, petit et grand. Puis ils se positionnent comme les pyramides. Les lions, les ours. Les lions, c'est un petit peu plus petit que les ours, mais les chiens, c'est très petit. Puis c'est incliné de 9 degrés. Juste au-dessus de la grande. Puis séparé par la Voie lactée. Là, on a les ours et les lions. Puis les lions représentent la pyramide du centre. Exactement où on a les pieds, puis on regarde le centre. C'est comme l'aiguillage.
Et vous saisissez le drôle de hasard astronomique. Parce que tu nous disais à Québec, un hasard quand ça arrive une fois. Quand ça arrive 2 fois, ça commence à être probabilité. Oui. Puis 3 fois, puis 4 fois, là, ça fait déjà 4-5 que tu nous passes là. Oui, c'est tous des dessins qui représentent la Terre. C'est ça. C'est là qu'on les compare le plus possible pour voir s'il n'y a pas une défaillance. C'est pas juste un hasard, ça pourrait. Fait que là, je rajoute les constellations. L'étoile la plus brillante est ici. Fait qu'on voit grand chien, petit chien, canis mineur, canis majeur. Puis ils touchent pas à l'horizon, ils sont comme inclinés. Et là, on se tourne la tête vers l'est, exactement la direction où le sphinx regarde, mais il trouve son reflet à lui, devant lui, les lions. Grand lion, petit lion. Puis le lion regarde en direction d'Orion. Exactement comme nous, quand on est placé à M42, puis on regarde le centre. Quand on se tourne encore la tête, eh bien, les 2 ours. Puis là, on voit que la grande ours indique le sol, entre le nord et le nord-est. Puis si j'enlève les constellations, mais la grande ours représente, on dirait, un gros point d'interrogation qui pointe le sol. Oups. Puis il ne faut pas oublier que la grande ours et Orion, c'est les 2 seules constellations qu'à l'œil nu, on les voit très bien, c'est les plus brillantes. C'est drôle qu'ils servent mutuellement à indiquer l'emplacement sur Terre de l'étoile la plus brillante. Fait qu'à partir de M42, quand je me tourne la tête puis je regarde en direction de l'étoile la plus brillante au sol, l'endroit de la porte, mais c'est le nord-nord-est. Fait que la grande ours m'indique parfaitement le chemin. Fait que là, je me suis dit, ça devient bien intéressant. Oh, on peut le remettre à fermer. J'ai une petite affaire bien... Fait que là, on se rend compte que les ours nous permettent d'atteindre l'étoile la plus brillante sur Terre. Et regardez cette petite coïncidence qui m'intéresse beaucoup, qui interpelle pas mal. Un autre hasard. C'est que la position de la Terre, grande pyramide, l'étoile la plus brillante et les ours sont toutes dans la même position du dessin. Ils servent tous en même temps. Les ours servent à indiquer l'étoile la plus brillante sur Terre. Puis il faut pas oublier qu'il y a ici l'étoile la plus brillante. Puis on l'atteint sur Terre ici, donc à part de la petite pyramide vers la grande. C'est les 3 seules constellations sur les 88 qui sont identifiées en double, en petit et en grand. C'est pas un hasard. C'est un moyen d'atteindre sur Terre l'emplacement de l'étoile la plus brillante. Fait que là, on va aller voir à M42, parce que là, il faut mettre les pieds pour atteindre, pour voir ça. Mais avant tout, quand on va sur l'échelle d'astronomie, c'est pas tout le temps que la ligne droite devient verticale à la pyramide du centre. Il ne faut pas oublier que la pyramide du centre, elle a une pointe bien distincte, comme une espèce d'horloger. Elle a une pointe. Il y en a qui vont trouver plein de raisons. Mais ils ont fait des maisons avec les briques qui traînent, patati patata. Mais pourquoi qu'elle est bien belle, puis elle aussi, puis c'est elle la plus grosse? Comment ça, celle du milieu, on laisse une pointe? Pourquoi ils ont bien nettoyé la petite et la grosse? C'est bien bizarre. C'est plus d'ouvrage nettoyer la grande. Fait que c'est une raison logique. Fait que vu que celle du milieu a une pointe, on va vérifier l'alignement, parce que la ligne droite verticale, quand elle rentre dans le milieu, la pointe serait comme un aiguillage. Puis ce qui se passe, c'est que la ligne droite, là je vais monter, ouais, là il faut que je retourne sur le tableau. Il y en a beaucoup qui connaissent l'émission de Porte des étoiles, l'émission de science-fiction et le film. Ils disent qu'ils ont trouvé un anneau en Égypte grâce aux pyramides, ça ouvre une porte des étoiles. C'est Orion qui compare aux cartouches en premier, patati, puis en tout cas, il en met. Tantôt, je vais vous montrer à quel point ils ne se sont pas servis de n'importe quoi. Oups. Bon. Fait que là, ce qui se produit, non, pas comme ça, vous voyez rien. Là. À peu près ici. Fait que là, celle du centre, elle a une pointe. Quand la ligne droite arrive au milieu, c'est juste depuis l'an 2000 qu'elle arrive pile au centre. Elle a commencé à rentrer au centre en 1950, dans la pointe en 1950. Si je recule le ciel d'astronomie en 1950, on se rend compte que la ligne droite recule. Je l'ai reculé à l'an 3000 avant Jésus-Christ, la ligne droite arrivait verticale ici. Puis avant ça, ici. C'est depuis 2000, entre 1950 et 2050, à rapport avec la pointe. Puis 2000 était pile au centre. Fait qu'entre 1950 et 2050, mais il est possible d'atteindre l'étoile la plus brillante du ciel, logiquement, parce que ça forme un balancier. Tantôt, j'ai montré que, oups, la ligne droite séparait les 3 grands des 3 petits. Fait que ça forme un balancier, comme le symbole de la justice, le symbole de l'intelligence, tous les symboles d'équilibre. Aussitôt que la ligne droite sort de la pointe en 1950, c'est comme si la Terre serait en déséquilibre. Parce que c'est le dessin de la Terre qui est reproduit 1 millier de fois, là, si on veut. Là. Mais on va dire 6 fois. Puis tout ça a commencé en dessinant les chiffres en géométrie. Tout simplement.
Fait que là, on a les chiens, les lions et les ours. Fait que là, il est possible. Fait que là, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a ici. Parce que c'est là qu'il faut mettre les pieds. Là, je me suis dit, ce terrain-là, j'aimerais bien ça l'étudier pour voir s'il y a quelque chose de spécial. Parce que si jamais il n'y a rien, puis c'est un Walmart, je vais dire, bah, ils vont nous vendre de quoi, tu sais. McDo. Puis là, faut pas oublier. Là, faut pas oublier que les grands et les petits sont alignés, mais ici aussi, hein, la grande pyramide et la petite sont alignés. Les chiens, c'est la petite pyramide par rapport aux constellations. Donc, le petit et le grand sont alignés, puis encore, les grands sont à terre, puis les petits en haut, comme ici. Puis ici aussi, les petits pointent vers le haut, puis les grands vers le bas. C'est une synthèse. Puis c'est la logique de gravité. Tout ce qui est plus gros va aller vers le sol, les plus petits vers le haut. Depuis 1950, il y aurait la possibilité d'accéder. Ça devient logique. C'est ça. Ça devient balancé. J'ai vérifié si ça se produisait avant, ça ne s'est jamais produit. Il y aurait des chances que ceux qui ont dessiné qui ont fabriqué les pyramides, ils l'ont fait pour notre époque. On vit une époque très particulière. L'évolution technologique est en train de refléter notre réalité. On ne saura plus qu'est-ce qui est vrai et faux tantôt. C'est ça qui est dangereux. Là, j'ai les pieds ici. Fait que là, on s'en va voir ici qu'est-ce qu'il y a là. Bon. En mettant la nébuleuse, on voit qu'il y a un édifice édifié ici. J'ai voulu savoir qui est là. C'est quoi ça, cet édifice-là? Il y a un building, quelqu'un qui le sait, quelqu'un qui s'est établi une demeure pile sur M42 pour ouvrir la porte d'étoile la plus brillante. Fait que les autres doivent le savoir comment ça marche. Ou ils ont trouvé un objet spécial à cet endroit, qui est comme l'ouverture de la porte. Et je vais aller pas à pas. On voit l'édifice, les pyramides sont loin. Là. Ici, on voit qu'il y a quelque chose sur le terrain. Le building est fait sur le long. Là. On va aller étudier le terrain. Il y a un cercle de la même proportion que la porte dans la porte des étoiles. C'est la même dimension. J'ai vérifié les dimensions. C'est 6 mètres de diamètre. Exactement les mêmes dimensions que dans l'émission. Puis ce building-là, si le monde veut savoir c'est quoi, on ne peut pas mettre nos pieds là. C'est un club de tir privé pour les militaires. Puis c'est usé sur le gazon. Pourtant, il n'y a pas de banc pour s'asseoir, mais il y a une belle lampe. Qui c'est qui va s'amuser à aller là? C'est un club de tir. Ça veut dire, il y a du monde qui regarde les étoiles à partir de là. Ils veulent voir leur position en haut et en bas. L'étoile la plus brillante devient unique. Dit que ce cercle-là est exactement la grosseur du cercle du film La Porte des Étoiles. Et j'ai réussi à avoir une photo où il y a des chevrons qui apparaissent autour. Là, ils sont plus là, je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait un moment dans l'année où ils apparaissent, mais la photo était floue. On ne peut pas aller sur le terrain, ça a été pris de loin. Regardez, on voit qu'il y a des affaires rouges autour. Pardon? Oui, en arrière, il y a des dauphins, oui. C'est très spécial qu'on en parle des dauphins, c'est parce qu'il y a un institut qui s'appelle l'Institut Sirius en Hawaï, qui étudie l'intelligence des dauphins face à leur pouvoir d'écolocation. Ils commencent à se rendre compte que l'écolocation des dauphins peut lire la pensée humaine, parce que ça traverse la matière, l'écolocation. Ils ont fait des tests, puis il paraîtrait qu'ils savent exactement ce qu'on pense quand ils nous regardent, parce qu'ils scannent le cerveau grâce à leur écolocation. Chaque activité cérébrale, c'est de la chaleur. L'écolocation détecte cette chaleur-là, puis ils refont leur image dans leur cerveau, puis ils peuvent exactement ressentir la même chose. Ils ont mis du monde qui avait peur dans un bassin. Puis les dauphins se sont tenus bien loin des gens. Puis ils ont mis des gens qui étaient dans un bassin qui pensaient à se faire toucher les pieds, puis ils ont tout été à leurs pieds. C'est sur Internet. C'est l'Institut Sirius à Hawaï. Ils font l'étude des dauphins. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça l'Institut Sirius. C'est assez intriguant. OK. Si je reviens, je reprends mes fils. On voit qu'il y a rien que ça, cet édifice-là, dans le coin. Là. Il n'y a rien d'autre. M42 au sol. La nébuleuse M42. Dans l'eau, il faut mettre les pieds. Voilà l'enseigne. Puis le mot club, il est très important, le mot club. Club veut dire membre. Ça veut dire que c'est du monde juste privilégié qui ont le droit de mettre les pieds là, on dirait. Puis ils savent shooter. Ça veut dire que c'est les meilleurs des meilleurs. Ça veut dire que c'est très bien protégé comme endroit. Ça, c'est la nébuleuse M42. Dans le ciel. Puis sur Terre, c'est ce building-là.
c'est les pieds, c'est ici. Fait que tout ce que je vous ai montré tantôt devient logique quand on a un pied ici. Fait que si on s'en va comparer ça à la porte des étoiles, juste l'émission de science-fiction, faut pas oublier, il y a de l'eau qui sort de la porte. C'est drôle que c'est une fontaine à l'endroit de l'étoile la plus brillante. Puis on voit les chevrons allumés, exactement comme les objets rouges qui étaient autour du cercle. Puis quand on regarde la fontaine, ben, il y a de l'eau qui jaillit aussi, en plein centre. C'est le même procédé. Puis c'est l'étoile la plus brillante dans le dessin d'une porte grâce aux pyramides. Sans les pyramides, ça reste juste une fontaine dans le dessin d'un quartier en forme de porte. À cause des pyramides, ça devient 5000 ans d'histoire. Elle devient précieuse juste à cause des pyramides, puis des étoiles. Ça peut être une autre coïncidence, mais c'est drôle que c'est de l'eau qui sort comme vortex, puis servent de ça. Ça a été trouvé près des pyramides. Si on regarde un petit bout du film, là, il ne faut pas oublier que c'est le cercle où on met les pieds, c'est de là aller jusqu'à la fontaine qui est 6 côtés par 6, on part de 1 à 6. Puis dans le film, c'était... Oui. Ah non, là, il n'y a pas de son, non. Non, il n'y a pas de son, c'est correct. Il dit, ici, il est en train d'expliquer que pour ouvrir une porte en 3 dimensions, ou pour circuler dans un espace en 3 dimensions, il faut 6 points de repère pour créer un centre précis. De l'autre, il dit, ben, il faut 17 points. Regarde bien. C'est un film de science-fiction qui se base sur la réalité, parce que là, il dit, pour circuler un circuit en 3 dimensions, il faut 6 points, mais il faut tout d'abord un point d'origine pour s'y rendre. C'est-tu toi qui joues dans le film? Non. Il y a des ressemblances, encore un hasard. Fait que là, ça serait logique que la nébuleuse, le cercle est ici, on part du club de tir, puis quand la grande ours indique le sol, on peut atteindre l'endroit à 6 côtés. C'est la même synthèse. 1 à 6. Puis dans la porte d'Atlantis, la suite de la porte des étoiles, quand ça commence comme ça. C'est un hexagone entouré de 6 hexagones qui sort de l'eau. C'est 6 petits hexagones autour. Là, on les voit mal, mais quand on écoute l'émission, on les voit très bien. Ils ont les mêmes proportions que celles de la fontaine, puis celui du milieu est un peu plus grand. Pareil. Puis il sort de l'eau. C'est une fontaine là-bas. Fait que c'est peut-être une ville souterraine, on ne sait pas. Puis dans l'émission... Encore un hasard. Ah oui, il y en a tellement. Puis la porte des étoiles... Juste en face du bureau du général de la mission de la Porte des Étoiles, il y a un grand cadre de 2 mètres sur 3 mètres de la nébuleuse M42. L'endroit du club de tir. Ils ont choisi, il y a des milliers de nébuleuses, mais ils ont dit on va prendre celle où on a les pieds. Où est-ce que ça donne un sens à toute l'émission, à toute la réalité de ce que je viens de montrer là. Mais ils ne démontrent pas de la même façon, c'est parce que sûrement qu'ils font une émission de science-fiction pour ridiculiser la vérité ou la réalité. Ou juste pour la trouver. On ne sait pas vraiment, ça serait un mauvais jugement ou négatif, mais il ne faut pas être négatif. C'est pas violent, là. C'est juste un dessin. C'est tout simplement mettre les pieds à un endroit et regarder une direction. C'est pas bien dur, pourtant. Fait que c'est ça. Puis ça ressemble beaucoup aux 2 endroits. On met les pieds ici pour atteindre cet endroit-là. Grâce aux pyramides aux étoiles. Tard. Mais ce qui est spécial aussi, c'est qu'aucun être humain peut fabriquer ça. C'est les étoiles et la Terre qui s'alignent, c'est une synthèse à dessin qui se multiplie. Puis pour faire une pyramide, avec les mêmes angles de celle de Gizeh, et là, elle est convexe-concave. On voit à l'intérieur, puis à l'extérieur, c'est le même dessin, il est juste opposé. C'est le seul moyen pour les faire exactement avec les mêmes angles. Il faut fabriquer une étoile la plus brillante. Voir, là, on voit bien. Mais donc, tu arrives à faire la pyramide avec une étoile à 6 points. La plus brillante, parce que les pyramides servent à atteindre l'étoile au sol. Prends ton chandail, parce que je voudrais qu'à la caméra, on la voit très bien. On la voit bien. C'est clair. C'est une géométrie de base. Fais-le donc. Lentement. Tu relis les points par en dedans. Sur Internet, il va falloir donner la recette. Puis après, ça se tient solide, là. Oui. Solide. Quand on la met, c'est solide. Oui. Puis ça, c'est dans la Porte des Étoiles aussi, de science-fiction. Le cartouche qu'il trouve, c'est Orion, au-dessus des pyramides.
C'est de la science-fiction, ça, là. C'est inventé pour la série Stargate. Mais ils servent des mêmes éléments. C'est ça. Fait que là, on sait vraiment que ce que j'ai montré là, j'ai pas menti nulle part. Vous pouvez vérifier des centaines de fois, c'est très précis. Mais c'est toujours le dessin de la position de la Terre qui se multiplie pour atteindre l'étoile la plus brillante du ciel sur Terre. Puis d'une façon enfantine, parce que c'est très simple. Faut dessiner en géométrie les chiffres pour pouvoir atteindre l'endroit. Ou comprendre que l'étoile la plus brillante serait le but des pyramides. Ils servent à retracer l'endroit. Puis que toute une ville, tout un quartier complet représente une porte vue du ciel, à l'endroit de l'étoile la plus brillante, grâce aux pyramides, là on se pose plus de questions. On s'en pose juste regarder les étoiles, c'est pas la fin du monde, juste voir comment on se sent au bon endroit, au bon moment. Le rond, on peut y aller? Non, personne ne peut rentrer sur le terrain. Ah, même pas sur le rond? Non, même pas franchir. La personne qui m'a pris les photos, c'est un de mes amis qui est au Caire, qui dit que le soldat qui était en face, il dit de pas prendre de photos, puis il dit que c'était pour mettre ça sur Google Earth. Il dit c'est pour identifier le lieu sur Google, il le laissait faire. OK. Fait que la photo est sur Google Earth. Quand tu pèses sur la nébuleuse M42, le building, tu vois sa photo du building. Là, tu ne nous as pas montré la fresque qu'il y a sur le building, là, tu sais. Oui, tantôt. Une chose à la fois. Oui, c'est beau. C'est ça. Non, je ne savais pas que tu achevais. Non, faut que je monte les bateaux. Faut que je monte les barques solaires dans le cours du club de tir. Excellent. Parce que dans le cours du club de tir, ils ont fait d'autres dessins visibles du ciel. Il y a des bateaux visibles du ciel encore, des barques solaires en forme d'arche. Il ne faut pas oublier que dans la Bible, il parlait qu'il fallait entrer un animal de chaque dans l'arche. Puis c'est un animal de chaque qu'on voit se positionner quand tout est placé. Puis ça ressemble beaucoup à une barque solaire. Encore du dessin visible du ciel. La même technologie. On a des hublots, un mât, une voile, une coque en forme d'arche, une dérive avec un gouvernail, le petit carré, qui est juste ici. Fait qu'on, si on veut dessiner une barque solaire plus précis en se servant de je sais pas quel élément, parce que je sais pas en quoi c'est fait. Ça peut être des vaisseaux, ça peut être n'importe quoi, parce que selon la mythologie, les dieux égyptiens voyageaient à bord de barques solaires. C'est peut-être des engins, de vrais engins. C'est juste une spéculation, j'ai pas la preuve de ça. Ça serait des bâtiments, finalement, vus de haut. Oui, mais quand on regarde en diagonale, on les voit pas. C'est vraiment fait pour être vu de haut. Okay. Je regarde un dessin, là, une photo. Regardez ici, ouais. Ils sont ici, là. On peut pas les distinguer si on n'est pas dans le ciel. Fait que juste en dessous des bateaux, parce que là on se rend compte que c'est du dessin. Comme ça, c'est un bateau. Comme ça, c'est pas un bateau. Puis comme ça, encore moins. Et comme ça non plus. Mais de ce sens-là, oui. Fait que j'ai dit, on va regarder en dessous s'il n'y a pas d'autres dessins. Ça, c'est son sens de regard. Puis en dessous de ces bateaux-là, on découvre ceci. Des édifices placés d'une façon particulière. On dirait du numérique. Si on va sur Google Earth, est-ce qu'on peut redécouvrir tout ça? Oui, ben c'est là que j'ai pris ça. OK. On se rend compte que ça forme des ronds. On voit, c'est 3 par 3, 3 par 3, puis ils changent de son rond, carré. Il y en a des ronds et carrés. Fait que j'ai voulu retranscrire en couleur les édifices pour qu'on voit s'il n'y a pas un schéma qui se dessine. Puis ça donne ça. Ça n'a pas été fait par hasard. C'est un dessin qui représente quelque chose que je ne peux pas savoir parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Toutes les bleus, c'est les mêmes édifices. Toutes les jaunes, c'est les mêmes. Les noirs aussi. Puis on dirait qu'il y a des rouges qui font le tour, qui s'infiltrent entre le jaune et le rouge. Comme ici. Entre le jaune et le rouge, ils s'infiltrent. Fait que visible du ciel, il y a comme une tactique ou une espèce d'inscription, une consigne. Peut-être une consigne d'intrusion, parce que c'est entre 2 couches. Une façon fait que ce building-là est peut-être très important aussi pour ce secteur. Fait que j'ai voulu savoir c'est quoi ce secteur-là, mais il paraît que c'est toutes les familles des militaires qui vivent là. On dirait qu'elle n'est pas complètement déterrée, puis elle est séparée par quelque chose. Mais la différence entre les 3 autres, c'est leur dérive. Regardez, leur dérive grandit. Petit, moyen, gros. C'est comme si ça dirait que le bateau dérive, puis s'échoue. Mais c'est mon interprétation personnelle, là. Mais si on cherche une différence entre les 3 bateaux, c'est leur dérive, puis celui-là, mais on voit qu'il est carrément enterré. Puis c'est tout dernièrement que, quand j'ai retourné sur Google, il avait mis un 5e bateau. Puis quand on y retourne à cette heure, ils l'ont enlevé. Ils s'amusent à enlever les photos pour les remettre. Il y en a 5 à cette heure. Celui qui était enterré, c'était lui. Maintenant, il est bien beau, puis il en fait un autre. C'est sûr que c'est pas un bateau, c'est un dessin de bateau. Les pyramides, c'est pas la Terre, c'est un dessin de la Terre. Les constellations, c'est pas la Terre, c'est un dessin de la Terre. C'est ça que les humains font, c'est l'intelligence qui fait ça. On peut faire des lapins en chocolat, au crayon de tir, crayon feutre, ou en chair et en os.
Fait que ça reste une représentation. Je vais vous montrer l'endroit, là. Ça, c'est tous les édifices de tantôt, là, vus de côté. Il y a peut-être au moins 100 000 à 200 000 personnes qui peuvent vivre dans le quartier. C'est des édifices immenses. Bon. Ça, c'est en arrière. Le club de tir est ici. Puis en arrière, ils sont en train de fabriquer le musée égyptien, le plus grand musée au monde. Ils disent qu'il va coûter une affaire comme 5 milliards de dollars. Je ne me rappelle plus du chiffre. Mais ils appellent ça le grand musée égyptien. Il se fait en arrière de la nébuleuse. Pile un endroit dans le bon angle pour voir l'alignement aussi. Mais il n'est pas fini de construire, mais ils le font pile au bon endroit. L'édifice est ici, là. Ils le font en arrière. Donc à partir d'ici, on peut encore voir l'alignement. Puis ils pointent vers les bateaux. Donc là, on va aller voir la fresque du club de tir. Le Sphinx. Il ne faut pas oublier que le Sphinx est face au lion quand tout est placé, là. C'est un événement royal entre ciel et terre, vu que le Sphinx est sur terre, puis les lions dans le ciel, puis ils sont face à face. Puis que le Sphinx est connecté avec la pyramide du centre. Exactement comme les lions qui représentent la pyramide du centre par rapport aux lions et aux ours. Et aux chiens. Ici. Là, le building est ici. Puis, il y a une belle porte. Puis, il y a une inscription ici, là. Elle est toute en miroir en plus. C'est peut-être de la vitre teinte. Ou à l'intérieur, la vraie porte serait où mettre les pieds, là. Mais je peux pas aller en dedans, je peux pas vraiment je peux pas vraiment l'affirmer. On se rend compte que c'est des anciennes portes égyptiennes. Regardez les anciennes portes, c'est la même formule. Fait que la fresque est ici. Il y a des ondes en dessous, l'ondulation de l'eau et du soleil. Les symboles, la tête du président qui est ici. La statue de la Renaissance. Ça, c'est le logo du club de tir, ça. C'est le cheval de guerre. Fait qu'on a le président, la Renaissance, le cheval de guerre, puis il y a deux petits symboles après. Regardez, on dirait un obélix. Puis ici, on dirait une statue au bout de quelque chose. Fait que je me suis dit, ça ressemble beaucoup à Washington, la statue qui est ici, qui regarde l'obélix. Puis cette statue, elle a une couronne d'étoiles. C'est bizarre que si on se place en Égypte à un endroit précis, puis on regarde en direction des pyramides, puis on met une obélix en face de nous, mais ça devient l'aiguille pour nous montrer le temps précis où la ligne verticale arrive au-dessus de la pyramide du centre. L'obélix nous pointe l'aiguillage parfait. Maintenant, je vais vous montrer des vidéos que j'ai fabriquées. Maintenant, vous allez comprendre, vu que j'ai bien expliqué. Après moi, vous avez bien compris. Ça, je me suis compris en parlant. Là, je l'ai mis pas fort le son parce que les paroles sont en arabe. Peut-être que vous ne comprendrez pas ce qu'il dit. Mais le titre de la toune, c'est le sang royal de Marie en égyptien. Je ne le savais pas au début, c'est un de mes amis en Égypte qui me l'a envoyé. C'est une toune super bonne. Je la trouvais bonne, je l'ai mis sur la vidéo. Vidéo là, c'est toi qui l'as fait, Patrick? J'ai tout fait le montage au complet, la création 3D, puis tout de A à Z. Ça a pris du temps. Je voulais essayer de faire un document sur tout ce que j'ai expliqué sans être obligé de parler. Il faut que je l'explique avant de montrer la vidéo pour que les Maintenant, c'est de se demander, cette porte, c'est une porte de quoi? C'est une porte de connaissance? C'est une porte vers d'autres endroits? Qu'est-ce que c'est? C'est une porte et fenêtre. On sait qu'une porte ou une fenêtre nous permet de regarder ou d'accéder à un endroit différent. Ben, je peux pas l'avouer ou l'affirmer, j'ai pas expérimenté. On est rendu au bout, là. On est comme devant la porte, on peut pas vraiment l'accéder puisqu'on n'est pas dans l'armée.
tout ça a pris forme grâce au dessin des nombres. Juste 6 chiffres dessinés nous indiquent comment ça fonctionne. Puis on voit que la poignée, le poignet est ici, on dit qu'il y a un objet ici. Il s'est produit quelque chose en 2005, le 31 décembre, lors de l'alignement, pile à la fontaine, dans la porte. Je vais vous montrer après. On ne peut pas déterminer exactement ce que c'est, parce qu'on ne peut pas vraiment croire ce qu'ils nous disent, parce qu'ils ne nous disent pas que c'est une porte avec une fontaine. Mais il y a des centaines de milliers, des milliers de soldats et de polices syriotes égyptiennes qui ont encerclé des réfugiés à cet endroit. Pile à l'heure, quand tout était bien placé, le 31 décembre de l'an 2005. Donc tout était possible. Peut-être que c'est les bateaux qui nous amènent à l'emplacement de l'étoile dans la porte, parce que c'est loin, 13 km, quand tout est positionné. Même si la Grande Ourse nous indique le chemin, il faut être en bateau pour suivre. Les navigateurs servaient des étoiles pour se diriger. Fait que ça, c'était la vidéo. Fait que, juste pour récapituler, c'est les pieds ici. Quand tout est positionné comme ça, le sphinx est face au lion, la Grande Ourse nous indique le chemin, puis c'est les deux constellations qui brillent le plus. Ils servent en même chose en même temps. Donc, l'étoile la plus brillante dans la position de la Grande Pyramide, qui représente la Terre, les deux peuvent s'unir grâce à la Grande Ourse qui est dans le même dessin, au même endroit. Il faut oublier que la porte est ici. Puis l'anneau est là. Et ça, c'est la formule. Qui serait pour moi, à mon avis, une découverte technique. Parce que c'est une technique de pointage, de repérage, sans aucun instrument. Qui est là depuis toujours. Ouais.